Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à vous dans vos télémagazines Le Numérique Magique. La télévision mobile connectée et les enjeux de transformation est le sujet de notre premier épisode. Découvrons ensemble les 4 rubriques. Tout d'abord, nous aurons la fenêtre numérique, ensuite Docteur Solutions, juste après Innovation News et enfin le cocktail numérique suivi d'un autre cocktail numérique aussi, mais cette fois-ci dédié aux enfants, un cocktail kids. Je vous laisse tout de suite avec le time-lapse, un bref historique de la télévision. La télévision est un ensemble de techniques destinées à émettre et recevoir des séquences audiovisuelles, émissions, films et séquences publicitaires. Le contenu de ces programmes peut être décrit selon des procédés analogiques ou numériques, tandis que leur transmission peut se faire par ondes radioélectriques ou par réseau câblé. Avant l'avènement d'Internet, il était encore notre principale fenêtre sur le monde. Le petit écran est en effet le fruit de nombreuses recherches et évolutions qui ont conduit à ce qu'il est aujourd'hui. 1997, invention du tube cathodique par Carl Ferdinand Braun. 1928, le 13 avril, création du service Radio Maroc au sein de l'office chérifien des postes, téléphone et télégraphe. 1928, Ovens à Damiens montre une télévision en couleur à Londres. 1937, le 12 mai, premier reportage en direct par la BBC. 1951, première émission publique en couleur aux États-Unis. 1962, le 11 juillet, première image de télévision transmise en direct par satellite entre Andover, Maine, États-Unis et Pellemer, Bordeaux, Bretagne, France. 1964, création du premier écran à plasma inventé dans une université de Illinois aux États-Unis par Donald L. Bitzer et Gene Slaughter. 1967, le SICAM, norme de codage de la vidéo en couleur sur 625 lignes, inventé par Henri de France. 1972, diffusion en couleur, SICAM par la chaîne publique marocaine RTM. 1985, le 1er juillet, lancement de CNN. 1989, création de Soraya 2M, la deuxième chaîne de télévision généraliste marocaine, semi-publique, basée à Casablanca. 1990, début de MMDS, Multi-Channel Multi-Point Distribution System, un système de diffusion de la télévision par voie hertzienne. 1995, la société Precept Software commercialise le produit IPTV. 2005, les sites communautaires comme YouTube font leur apparition, permettant à tout internaute de téléverser et partager une vidéo, de naviguer dans le contenu existant et de laisser des commentaires. 2005, dans un contexte de libéralisation du paysage audiovisuel marocain et de compétition grandissante, la SNRT succède à la RTM, plusieurs chantiers de modernisation sont alors lancés, tant au niveau de la structure de l'organigramme qu'au niveau de la création de chaînes thématiques, le lancement d'un portail internet, l'avènement de la TNT et la télévision mobile personnelle. 2006, le 1er décembre, création de Média 1 TV, la chaîne de télévision d'information marocaine privée, qui émet ses programmes depuis Tanger et l'est orientée vers le Maghreb depuis sa création et vers l'Afrique francophone depuis le 1er février 2016. 2010, les chaînes de télévision traditionnelles proposent des contenus de vidéos à la demande, tandis que les sites communautaires continuent à prendre de l'ampleur. 2012, la Consumer Electronics Association, CEA, a officialisé la dénomination 4K, télévision à ultra haute définition, Ultra HD pour les téléviseurs. 2014, création de l'Android TV par Google, un dispositif de télévision connecté qui propose le contenu de Google Play, principalement des films et des jeux sur l'écran, en plus de proposer la navigation internet ainsi que le streaming de contenu audiovisuel. 2015, les constructeurs Kodak et Samsung commercialisent pour le grand public des caméras d'action capables d'enregistrer leur environnement en 4K, HDR et 360, la réalité virtuelle. 2016, Facebook Live permet à tous les utilisateurs de retransmettre une vidéo en direct depuis un smartphone. 2018, la chaîne de télévision publique japonaise NHK a lancé la diffusion par satellite de programmes TV en format très haute définition 8K. Après avoir vu les différentes phases de transformation et d'évolution de la télévision, nous allons parler de l'industrie cinématographique et audiovisuelle à l'ère du numérique avec Nourdine Saïl, ex-directeur du Centre cinématographique marocain. Le problème de la télévision partout dans le monde, c'est comment faire pour tenir en tant que télévision face à tous les moyens de communication contemporains. Que faire d'abord contre les réseaux? Vous savez, ça va très vite. Or, les réseaux donnent, tous les réseaux sociaux donnent une information qui est contemporaine à l'action
qui est dans l'instantanéité de l'émission et de la consommation. Et puis en plus, ça peut se faire aussi de façon virale. Ouais. Ce qui fait qu'une communication comme ça, répercutée selon un algorithme qui en garantit l'infinité, fait que, nécessairement, les gens sont beaucoup plus dans ce type de communication que dans l'autre qui était beaucoup plus assis. On écoute la radio, on a une émission radio, une émission télé, Donc ça, effectivement, il faut se poser la question de que peut la télévision face à ces agressions multipliées et extrêmement efficaces. Mais on se rend compte que si ça peut toucher l'information, être informé très vite, avec les risques qui vont aussi avec la communication dite moderne, les réseaux, etc. Il n'y a pas la garantie de la véracité, il n'y a pas la garantie du recoupement d'infos. Les fake news, ça peut advenir aussi. Tout un ensemble de garanties qui étaient quand même c'était un ensemble acquis au niveau des télévisions, enfin plus ou moins, parce que même au niveau des grandes télévisions, il peut y avoir aussi un travail de désinformation par l'information. Mais là, vous me direz, c'est beaucoup plus des options, c'est de l'idéologie, c'est des choix politiques, etc. Alors que là, non, là, une fake news, ça peut toucher n'importe quel secteur, n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, et puis être répercuté. Comment faire pour que, au moment même où il y a ce développement d'arborescence virale de l'information, faire en sorte que les gens viennent quand même regarder la télé et écouter la radio. C'est pas garanti. C'est pas garanti, mais ce qu'on constate, c'est que maintenant, ça fait quelques années déjà que nous avons un développement énorme de cette autre communication, extrêmement efficace et virale. Les télévisions continuent quand même de travailler. On remarque certaines baisses dans l'audience, mais ce n'est pas systématique. On remarque aussi certaines baisses relatives au niveau du chiffre de la publicité. Mais ce n'est pas encore absolument dangereux au point où les télévisions pourraient être amenées, par exemple, à fermer ou pas encore. Mais il y a ce vrai débat. Est-ce que les télévisions bien installées, pour parler de pays, par exemple, est-ce que les 5 ou 6 grandes télévisions espagnoles, est-ce que c'est les 5 ou 6 grandes télévisions françaises, est-ce que les 3 télévisions marocaines peuvent ou doivent se sentir menacées? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le propre de la télévision, comme de la radio, ce n'est pas simplement de jouer sur l'information et sur la rapidité de l'information. Certes, plus on est rapide, mieux on est, mais il n'y a pas que l'information. L'information, c'est un flux permanent. Les gens peuvent effectivement aller travailler ou être travaillés par les réseaux sociaux et en même temps avoir l'information de la télé, ne serait-ce que pour la critiquer ou vérifier la véracité de ce que disent les réseaux. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a que, quand vous avez besoin de regarder une série, il est, jusqu'au jour d'aujourd'hui, avéré qu'on la regarde beaucoup plus sur une télé. Et curieusement, aujourd'hui, avec toute cette agressivité de l'information par les réseaux, les gens chez eux s'installent devant une télévision qui, curieusement, devient de plus en plus grande. Les gens achètent aujourd'hui des postes de plus en plus grands. Oui. Comme si, pour compenser leur information quotidienne à travers les réseaux, ils ont besoin de bien s'asseoir, de se sentir en train de regarder le spectacle du monde. Et dans ce spectacle du monde, il y a des films, il y a des séries, il y a des documentaires. Et tout cela, effectivement, fait qu'une complémentarité est possible avec de l'intelligence. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler comme avant. Il est évident que l'intelligence est ce qui peut sauver aujourd'hui les chaînes de télévision face à ce qui se passe dans les réseaux, qui, lui, n'a pas besoin d'être certifié conforme à quelque chose. Lui, il existe par le fait même qu'il informe et qu'il n'est pas contrôlé. Ouais. Un autre exemple, c'est qu'est-ce qui va se passer concernant
les émissions, les talks, Le talk show. d'une manière générale, que ce soit politique ou autre chose, mais surtout quand il s'agit de vrais débats de société, de vrais débats où on fait venir des gens quand même qui comptent dans un domaine, dans n'importe quel domaine. Est-ce que ces débats vont continuer à être prégnants et dominants à la télévision, ou est-ce que les réseaux ou les web télé, ou tout ce qui relève du numérique, ne va pas supplanter le travail que fait la télé? Là, il y a un risque. Il y a un risque parce qu'il va bientôt apparaître, et ça apparaît déjà, qu'il est plus simple de faire des débats très légers à travers la web télé et de tout donner au numérique ou de tout envoyer sur Internet plutôt que la lourdeur d'un grand studio avec des invités, avec 6 caméras, avec tout ça. Là, il y a un risque. Donc autant je n'ai pas peur pour la fiction, je n'ai pas peur pour le cinéma, je n'ai pas peur pour ce qui peut être représenté comme étant le théâtre filmé et tout ça. Parce que là, ça demande quand même une sorte de mise en rapport entre l'écran et le téléspectateur, de la même façon qu'entre le grand écran et le spectateur. En revanche, je suis beaucoup plus, je dirais, en position de suspension de jugement vis-à-vis de ce qu'il peut advenir du débat télé. Le débat télé me semble aujourd'hui être le maillon faible de ce que la télévision peut ou ne peut pas faire. La partie n'est pas encore perdue et n'est pas non plus gagnée. Mais là où tout le processus du filmage et de la diffusion numérique peut frapper très fort un coup contre les télés traditionnelles, c'est au niveau des débats. Ben non, vous savez, il y a des chaînes spécialisées d'information qui coexistent avec tout ce qui se passe dans l'information numérique et qui coexistent avec Internet. Et ces chaînes d'information prennent chez Internet ce qui les intéresse et fournissent à Internet beaucoup d'images. Donc il y a déjà un rapport d'échange, un rapport dialectique qui se crée entre les chaînes dites d'information et le reste, disons, ce magma dans lequel des images et des sons vivent une sorte d'arborescence complètement virale et qui sont aussi bien dans les réseaux que dans le numérique, Internet, etc. Ça coexiste. Donc les chaînes de télé, il est prouvé aujourd'hui, en Europe, d'une façon particulière, qu'elles peuvent tenir le coup, qu'elles se multiplient même. Vous savez, pour parler de la France, il y avait 2 ou 3 chaînes d'information spécialisées. Maintenant, je pense qu'il y en a 4, 5 ou 6. Donc ça se développe. Ça ne se développerait pas s'il n'y avait pas des conditions qui permettent à ces chaînes-là d'exister. Mais à côté de ces chaînes d'information pure, il y a effectivement les autres chaînes qui continuent d'exister et qui, elles, ne font pas que l'information. On peut même constater que les grands bulletins d'information, ces grandes messes, comme ils les appelaient, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, perdent un petit peu de terrain, mais en des circonstances particulièrement importantes, gagnent énormément de téléspectateurs. Donc, le jugement aujourd'hui est très difficile à énoncer. Les chaînes, qu'elles soient spécialisées info ou qu'elles soient linéaires généralistes, c'est des chaînes qui sont arrivées, peu ou prou, à s'adapter à l'environnement numérique qui est l'environnement normal où se développent aujourd'hui les images et les sons. Est-ce que dans l'avenir, il va y avoir la disparition de ces grandes chaînes de télé au profit d'expériences chaque fois renouvelées de télévision beaucoup plus légères, type des télévisions du web par exemple, ou carrément cet immense océan Internet où tout le monde ira puiser un peu les images qu'il veut? Je pense qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui les paris. Je pense que le débat est en train de s'instaurer.
Mais je pense aussi qu'un équilibre a été trouvé et que les chaînes de télévision continuent d'exister de façon tout à fait normale. Il y a eu un moment de chahutage où ils se sont sentis un peu menacés. Mais moi, je constate, quand je suis à Londres, que la BBC, avec toutes les autres télévisions qui existent en Angleterre, continue d'être regardée par beaucoup de monde. De la même façon qu'en France, les chaînes publiques, France 2, 3, ou les chaînes privées type TF1, M6 et les autres, continuent d'avoir leur public. Et quand vous écoutez le lendemain sur toutes les radios les taux d'audience, vous vous rendez compte que les gens regardent la télé. De la même façon qu'au Maroc, nos trois chaînes principales continuent d'avoir chacune son public. Le problème qui se pose, c'est, et un problème qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est comment penser un contenu pour les télés en tenant compte de ce qui se passe aujourd'hui dans les transformations techniques inférées par le numérique. Et ça, c'est un autre problème. C'est sûr qu'à l'ère du numérique, avec tous les moyens aujourd'hui qu'on peut utiliser pour monter une télévision, il est certain que les grands mastodontes, type France Télévisions, vont souffrir ne serait-ce que parce que le coût de production d'une image, qu'elle soit d'information ou qu'elle soit de fiction, est trop cher par rapport à ce que d'autres peuvent faire, ça c'est évident. Quand on a commencé au début à dire que s'il y a un domaine dans lequel le numérique, le développement exponentiel du numérique a transformé la réalité de la production, c'est là que ça se joue. On a dit, au niveau technique, aujourd'hui, on peut monter une télévision pour le 10e du coût dont on avait besoin pour monter traditionnellement une télévision. Ne serait-ce qu'à ce niveau-là, ça joue. Vous voyez une régie de télévision aujourd'hui en numérique, vous avez moins de personnel que ce que vous aviez. J'ai travaillé dans différentes télévisions, dans des régies normales. Ouais. Tout cela doit inférer un modèle économique qui tienne compte de ces contraintes qui peuvent être magnifiquement stimulatrices pour un jeune qui veut monter, ou des jeunes qui veulent monter une chaîne de télévision web par exemple, et pour ceux qui sont encore en train de rêver monter une grande télévision traditionnelle. On ne peut plus aujourd'hui monter une télévision, aujourd'hui on ne peut plus monter une télévision telle que TF1 ou France 2 ont été montées il y a des décennies. On ne peut plus monter une télévision aujourd'hui avec des coûts pareils aux coûts avec lesquels on a monté la RTM, qui est la grand-maman de la SNRT, ou les coûts avec lesquels on a monté 2M au moment où ça a été monté. Aujourd'hui, ça serait monté complètement de façon différente, avec des coûts qui seraient infiniment plus allégés dans certains secteurs, ce qui n'exclut pas qu'on puisse payer autant d'argent, sinon plus, pour le contenu. Oui. La vraie réflexion aujourd'hui, quand on laisse de côté un petit peu les aspects technologiques, tout ce développement, comme je disais, exponentiel du numérique, qui a facilité énormément des choses, la vraie question, qui est la question qui se pose depuis toujours dans toutes
dans l'audiovisuel, dans la télé, puisque vous parlez de télé, mais qui se pose aussi dans le cinéma, c'est l'investissement d'avenir, il est à faire dans les contenus. Il est à faire dans les gens. Il faut investir dans le technicien polymorphe, celui qui va maîtriser un peu tout ce qui se passe dans le champ technique. Investir dans les gens qui ont des idées. On oublie ça. On oublie que pour avoir du contenu, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent et qui produisent des idées. Et quand vous avez des gens qui produisent des idées, il n'est pas évident que toutes les idées sont bonnes. Il n'est pas évident que tout le monde a du talent. Il n'est pas évident que tout le monde a du génie. Donc l'investissement à faire, c'est sur le talent, c'est sur les hommes et les femmes qui contribuent à faire émerger ce qu'il convient par la suite de filmer et de donner à voir. Oui. On a changé aujourd'hui, on a changé de... C'est-à-dire, ça a toujours été comme ça, mais aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus visible. On ne peut plus vous dire aujourd'hui, moi j'ai vécu quand même, quand je dirigeais le cinéma ici, j'ai vécu des choses qui sont extraordinaires. Avant, on te disait, oui, moi, donnez-moi le matériel et vous allez voir de quoi je suis capable. Bon, quand on a monté les aides et que la technologie a facilité le filmage, tous les gens qui disaient, donnez-moi de quoi filmer, vous allez voir ce que je vaux, ben oui, on a vu. Ce n'était pas toujours ça. Mais ceux qui ont cette capacité d'avoir des idées, de bien les canaliser, quel que soit le moyen avec lequel ils vont le filmer, on verra tout de suite que ça tient la route. Donc, il est absolument impératif, une fois qu'on a bien réfléchi et réglé des problèmes, je dirais, de quincaillerie, tout ce qui est technique, technologique, qu'on a appris, qu'on a les techniciens, une fois que vous avez eu ça, ben vous êtes face au vrai problème, c'est investir sur les gens, investir sur les idées, et c'est là qu'il y a la grande bataille de l'avenir, avec ou contre le développement technologique qui se passe. Non, mais qu'il y ait des boîtes de production plus grandes les unes que les autres, et qu'il y en ait qui dominent dans les attributions qu'elles reçoivent des chaînes de télévision, qu'elles soient privées ou publiques, ça c'est un facteur commun à tous les pays qui ont des télévisions et qui ont besoin de produire. Le problème, c'est de se situer non pas dans l'amont de la production et dire telle boîte produit tel produit, mais de se situer dans l'aval et de voir ce que signifie et ce que vaut cette production. Une grande boîte de production est grande parce qu'elle produit et est grande parce que ce qu'elle produit est bon, bon pour quelqu'un. Vous pouvez ne pas apprécier une série, mais vous avez, sur 10 personnes, vous êtes la 10e, vous avez 9 personnes qui l'ont apprécié. Donc ce produit-là, il est bon pour celui qui l'a consommé. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas dire cette boîte de production fait des choses qui sont nulles. Oui, la nullité aussi est inscrite dans les programmes qui sont donnés dans les télévisions. La nullité ne peut pas être absolument complète. Si un produit est vraiment complètement nul, ben là, je pense que personne ne le verrait. Un produit qui est mal fabriqué, déjà, est un produit qui est ennuyeux. Donc, à partir du moment où vous garantissez la bonne fabrication d'un produit, il peut y avoir des faiblesses. Mais si ces faiblesses sont trop visibles, les gens ne regardent pas. Si les acteurs sont mal dirigés, ben ça y est, vous avez beau faire un produit qui coûte très cher, ça ne marche pas. Mais à partir du moment où vous avez des bons acteurs, c'est-à-dire des acteurs qui jouent leur rôle comme il faut et qui sont bien dirigés, une fiction où il y a des rebondissements, où on fait un peu durer le suspense, où on donne des solutions, où on trouve des portes, on donne des clés, ben, tout ça, ça fait partie de la bonne fiction racontée avec une technique qui est un peu assurée. Bon, ça ne va pas être un chef-d'œuvre absolu, mais ce sera le bon produit confortable que les gens regardent chez eux. Soit chez eux, dans le salon, avec un grand poste de télé, soit au cinéma. 80% des productions que nous voyons, elles sont de cet acabit. Et puis, dans les 20%, effectivement, vous avez des perles. Je ne parle pas de ce qui n'arrive même pas à l'antenne, parce que dans les pays qui se respectent, des choses qui sont franchement mauvaises n'arrivent pas à l'antenne. Ça, j'en parle même pas. Mais d'une manière générale, que vous soyez en Europe, ou chez nous, en Afrique, dans le monde arabe,
il y a généralement un minimum requis qui est généralement respecté. Il serait temps de déceler quelques solutions puisque nous sommes arrivés à la partie Docteur Solutions où nous allons avoir Mohamed Zouak, directeur de publication de Yabiladi. Dans cette partie, nous allons évoquer la valeur de l'information à l'ère du numérique où l'interactivité de l'internaute va crescendo, d'où la nécessité de s'adapter à son usage. Aujourd'hui, il y a une concurrence évidemment, je disais, sur les contenus vidéo, mais au-delà de ça, sur l'information en elle-même. La télé, avant il y avait la télé, la radio, qui était plutôt dans quelque chose d'assez réactif. La télé, notamment les chaînes d'infos en continu, où en tout cas on pouvait prendre l'antenne pour donner une information, un breaking news. La radio, on peut faire de l'information en continu. Le journal, il y a ce bouclage, mais bon, il y avait très peu de concurrence. C'était des formats qui étaient vraiment, on va dire, un peu indépendants. Aujourd'hui, le web réunit un petit peu tous ces différents formats, audio, vidéo, texte, etc. Mais par contre, il a cette exigence de réactivité. Et donc, il est en concurrence frontale sur l'information avec la télévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les images, parfois, d'un drame, d'une interview, d'une belle phrase d'un homme ou d'une femme politique, peuvent être d'abord sur le web, par écrit ou par vidéo, et puis quelques heures plus tard, voire quelques jours plus tard, arriver vraiment à la télé. Donc on voit très bien que même la réactivité, l'agilité de la télé, ils ont dû se réinventer. Alors ils sont en train de le faire, ils sont en train de s'équiper, mais c'est très compliqué pour eux parce qu'ils ont réellement de la concurrence avec énormément d'acteurs médiatiques qui vont avoir des audiences, parfois aussi importantes que la média télé. Il y a par exemple des sites qui font 1 million de visiteurs par jour. Donc on voit très bien que ça peut être quasiment autant que certaines émissions ou que certains JT. Et donc aller à la course à l'information, c'est important. C'est pour ça qu'il faut augmenter les équipes, les effectifs des équipes, et puis mieux les équiper pour qu'ils soient plus réactifs. Avant, on avait cette lourdeur avec un caméraman, un preneur de son, peut-être quelqu'un aussi qui tient les torches, etc., la lampe torche, et le journaliste. Donc ça faisait des grosses équipes. Aujourd'hui, avec les outils technologiques, certaines chaînes télé, même marocaines, utilisent des smartphones, des caméras beaucoup plus légères, et donc peuvent être présents très rapidement sur le terrain, avec un maillage territorial, et donc être un peu plus réactifs que ce qu'ils ne l'étaient avant. Ils ont dû opérer cette mue. C'était une urgence. Alors il y a un exemple assez intéressant, c'est c'est une des chaînes du groupe BFM, c'est BFM Paris, je crois. Ils ont équipé tous leurs journalistes, c'est pas des caméras, ils ont tous un smartphone, avec un logiciel, avec un petit micro-cravate, ou bien une petite... ils ont l'équipement, le petit trépied et tout ça qui va avec. Et ils font tous leurs sujets avec, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire une vraie télé, parce que c'est une télé qui est basée que sur Paris. Eh bien, ils ont pu développer une véritable équipe, des sujets, rien qu'avec des smartphones, avec un petit logiciel. Et donc, de manière très agile, ils sont allés au plus efficace, et non pas, tout de suite, il faut les gros moyens, alors qu'on n'en a pas. Donc, ils ont réussi à trouver cet équilibre-là. Et je pense que pour les télés marocaines, qui sont, si on compare à des grandes télés comme aux États-Unis, au Japon, en Russie, sont des chaînes télé avec beaucoup moins de moyens. Ils ne peuvent pas concurrencer un France 24 ou un BBC ou un CNN ou Al Jazeera. Donc, ils doivent être intelligents, smart dans leur façon de s'adapter justement au contexte marocain avec les moyens qui leur sont attribués. Donc c'est à la fois compliqué, mais en même temps c'est un défi stimulant. Je pense que certaines chaînes, certaines équipes sont en train de tenter justement de relever le défi. Les chaînes de télé vont devoir essayer de sortir de cette problématique un petit peu originelle qui est la linéarité. C'est qu'on a un programme qui est diffusé de telle heure à telle heure. Si vous n'êtes pas devant votre écran, c'est raté. Donc on essaie d'y pallier, comme je le disais, avec la télé de rattrapage, etc. Mais c'est d'être beaucoup plus présent sur le net
avec une chaîne où les vidéos, le replay est facilement accessible. Peut-être aussi monétiser une partie de leur programme en replay, certains programmes qui sont très forts. Les chaînes d'autres pays le font, avec des abonnements, etc. C'est pas facile, parce que ça demande aussi des investissements. La plateforme doit être là, donc c'est quand même pas mal compliqué. L'autre défi, c'est évidemment la lutte contre le plagiat, la récupération du contenu. Je sais que la plupart des chaînes de la télé publique marocaine ont fait un travail en partenariat avec YouTube et d'autres plateformes pour justement détecter, identifier un contenu, parce qu'il y a des systèmes de watermark, etc. Un contenu qui appartient à telle chaîne et qui a été repris sur tel site, eh bien hop, on peut tout de suite couper la vidéo. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est un enjeu très fort. Ensuite, il y a aussi le multi-écran. C'est-à-dire comment s'adapter aux nouveaux usages de l'internaute. Aujourd'hui, on regarde un match et on le commente en même temps, sur Twitter, sur Facebook. Aujourd'hui, on regarde un débat et on échange sur ce débat et on argumente sur le débat en même temps. Donc ça veut dire que l'interactivité, même si elle n'est pas possible sur la télé, elle devient possible de fait sur le net, sur les réseaux sociaux. Donc il va falloir aussi trouver des moyens d'associer cette réactivité. Alors certains le font, par exemple dans certains débats, vous allez avoir un petit filet avec quelques réactions sur Twitter ou sur Facebook, sur la chaîne Facebook de l'émission, la page Facebook de l'émission, ou bien le compte Twitter de l'émission. Et donc on va reprendre certains arguments ou certaines expressions ou certaines questions du public de cette manière. Donc évidemment, appeler un numéro surtaxé, ça ne fonctionne plus. Les gens réagissent directement, gratuitement sur les réseaux sociaux. Donc cette interactivité, elle doit... on ne peut plus rester dans cette tour d'ivoire du média qui va filtrer, etc. Donc, bon, évidemment, il y a encore des filtres, mais cette interactivité, elle est en live. Et donc, quelqu'un qui veut critiquer l'émission, il le critiquera sur Twitter devant des milliers, voire des centaines de milliers d'internautes sur Twitter. Donc ça, c'est extrêmement important. Enfin, un dernier défi, c'est d'adapter les formats. On voit très bien que l'attention du téléspectateur, enfin du citoyen lambda, de l'internaute comme du téléspectateur, il est les deux à la fois, se raccourcit. Il est difficile de garder, concentrer un téléspectateur sur des longs formats. Donc soit le long format est vraiment important, voilà, et il est légitime, soit il peut y avoir aussi des petits formats qui marchent très bien. Donc le principe de la Smart TV, c'est une télé connectée à Internet. Donc c'est beaucoup plus pratique vu qu'on peut regarder les vidéos sur YouTube. Par exemple, moi je mets des musiques sur YouTube et je peux regarder en faisant le ménage ou autre chose. J'utilise aussi Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez Netflix, mais on a à notre disposition des films, des séries, donc c'est pratique. Mais après, on peut s'en lasser. Mais bon, en gros, c'est pratique. سمارت تيفي هي اون تيلي اللي تقدر تكونيكتيها مع ان تليفون وتقدر انك تخدم باليوتيوب ونتفليكس. يعني ماشي بحال التلفازه القديمه، يعني دابا ولات اكسيسيبل بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تخدم بها. بلازما ولا عرفتها انا ما عندي غير هديه، ولاني كاينه عند خوتي وكاينه عند ولاد خويا، راه زوينه. كي كتجيك الفراجه ديالها زوينه، كتبين الصوره مزيان، مخيره كاع ماشي غير مزيانه، مخيره. انما غاليه شويه، قليل اللي كيديرها، ولاني اللي لاباس عليهم كيشريوها وزوينه. هذيك احسن تلفزه ديك البلازما. Alors par rapport les Smart TV, donc حنا عندنا Smart TV في الدار. في الاول بقينا كنفكروا بزاف قبل ما ناخذوها، باسكو سي دي حيت كتكون زايده شويه في الثمن، ولكن حنا كنستعملوا التلفازه بزاف، سورتو كونيكتيوها مع البيسي بلا HDMI.
Donc, vu que كنبغيو effectivement نتفرجوا في les films et les séries, en général كنديرو في بيسي وكنكونيكتيو مع التلفازة. Alors دابا نورمالمون لا سمارت تيفي خديناها مي ما كنستعملوش داك الاستعمال اللي كنا كيسحابنا نستعملوها، حيت كان كيسحابني بعدا ديجا كو توت سمارت تيفي فيهم يوتيوب ما لقيتهاش ودونك ما عرفناش كيفاش نانستاليوها كوم ابليكاسيون ابي كا ولا شنو تسمى. دو لي فيلم دخلنا نتفليكس مي ما كنستعملوش نو بلو، ما عندناش لو ريفلكس مولفين في بيسي on regarde toutes les séries ou les films. Donc, باقي كنديرو بيسي بلا HDMI مع سمارت تيفي و ça marche bien en tout cas. زعما فوالا دونك و سينون ابار سا فاش كنستعملها لا سمارت تيفي فاش كتفيد فاش ممكن تكون كتفيدنا بتاتر منين كتبغي تلونسي اون بلاي ليست في يوتيوب ولا شي حاجه كتلونسيها ديريكتومون كتدخل النافيغاتور في لابليكاسيون صافي مي ميز ابار سا زعما اصلا التلفازه نفي بلو زعما فريمون د لا كولتور زعما ديال هاد لا جينيراسيون اللي طالعه اون جينيرال كلشي بريفير لو تيليفون ولا بريفير لورديناتور que de regarder un truc sur la télévision ولا شي حاجه. Le volet Innovation News sera consacré aux nouveaux enjeux digitaux des chaînes de télévision et aux facteurs clés de survie de la télévision marocaine. Houssine Saf, directeur fondateur de Multimedia Content Network. Il y a les exigences de la transformation digitale. Elle n'a qu'à se plier à ce que je viens de dire dans le deuxième axe. Côté performance, côté interactivité, côté temps réel et côté consommateur-acteur, producteur. Donc le citoyen actuellement et les réseaux sociaux en témoignent. Un certain temps, la télévision était un canal monopolisé par l'État. Puis il est devenu monopolisé par les lobbies économiques. Les manias de la presse américaine, c'est les bons exemples. Ils achètent, et italiens, ils achètent des chaînes de télévision pour qu'ils puissent véhiculer leur message de monopole économique. Donc du monopole politique, on est passé au monopole économique et tout en monopolisant les masses médias, ce qu'on appelle à l'époque les masses médias. Très bien. Alors, aucune interactivité, donc c'est la théorie classique de Shannon, émetteur, canal, récepteur. Et ça s'arrête là. Le feedback, c'est indirect. On ne peut pas appeler ça un feedback si on peut poser quelques questions par SMS, même si on a évolué, c'est une évolution, mais ce n'est pas suffisant comme évolution. Donc il faut des lives. Si la télévision veut garder sa place et s'imposer en tant que média des temps modernes, tant qu'elle n'accepte pas et n'offre pas cette possibilité de live vis-à-vis avec les citoyens, ce citoyen qui actuellement est là sa chaîne télévision, elle a sa chaîne radio, elle a sa page dans les réseaux sociaux, donc il est devenu un producteur, ce qu'on appelle citoyen journaliste. Et là, il est producteur, il est évaluateur et il publie. Donc il partage l'information. Ce rôle du citoyen, il est dû à la réactivité des commerçants et du marketing. Alors les marketing, les produits avant, pour vendre un produit, ils faisaient appel à des experts avec des blouses blanches, avec des lunettes, et avec des microscopes. Ça, on a testé et ça ne vend plus cette méthode. Par contre, actuellement, on se base sur ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content. Ça veut dire que l'utilisateur atteste, témoigne par des likes, par des dislikes, par des commentaires, la performance du produit. Donc finalement, ces citoyens, c'est eux qui ont le pouvoir d'évaluer, le pouvoir de vendre et le pouvoir de dire et de produire.
Alors, ce citoyen qui a ce pouvoir et ces outils à sa disposition et qui ont brisé le monopole de l'État en matière de mass média, actuellement, il y a les réseaux sociaux qui font des buzz, qui dépassent de loin l'audit, le nombre d'auditeurs ou de téléspectateurs. Est-ce que vous voulez que ces chaînes de télévision leur tendent le dos ou autorisent quelques balbutiements d'interactivité? Donc il faut qu'ils soient partie prenante, à part entière, responsable pour contribuer justement à cette, soit à l'opinion publique s'ils ont des intérêts politiques, soit à l'aspect commercial, soit à l'aspect tout simplement le bien-être du citoyen. Savez-vous qu'actuellement le smart city, la notion de smart city, alors au Maroc, ils ont, puisque vous aimez parler du Maroc, ils ont organisé la dernière semaine d'avril, au début c'était mai, au début de mai, ils ont organisé le Smart City Expo à Casablanca. Donc les experts internationaux, ils se sont mis d'accord à ce qu'avant de penser Smart City, il faut penser Smart Citizen. Ça veut dire doter le citoyen de la connectivité, favoriser sa transformation digitale en le formant, en l'encadrant, en l'appuyant, bien sûr dans le cadre d'un entrepreneuriat, pas du salariat, parce que je conçois mal un journaliste salarié dans une boîte qui est soumise à la domination des annonceurs. Comment voulez-vous qu'il communique, qu'il dise ce qu'il a à dire? Et tant que ce modèle économique persiste, j'étais vraiment déçu d'apprendre de quelques amis, collègues, les étudiants qui exercent dans des chaînes de télévision, que leurs émissions, l'existence de leurs émissions, le timing de leurs émissions ne dépendent pas d'eux, mais dépendent des sponsors. Quand ils veulent, ils arrêtent l'émission et quand ils veulent, ils changent la tranche horaire en fonction de leurs besoins commerciaux. Alors, une télévision qui est soumise, qui n'a pas son mot à dire sur la durée, la thématique et l'autonomie et la liberté d'expression du journaliste, comment voulez-vous qu'elle survive? Et là, je vous donne les éléments qui justifient un peu le bien fondé de votre terminologie. Survie, exactement. S'ils veulent survivre, il faut qu'ils dépassent ce modèle économique de dépendre à 100% des sponsors. Et malgré le fait que nos chaînes dépendent de l'aide de l'État, ils dépendent en plus de la domination des annonceurs. Donc domination de l'État, domination des annonceurs. Et où est la liberté publique? Où est la liberté d'opinion? Où est la voix du citoyen, à part ce qu'on entend, ce qu'on lit dans les réseaux sociaux. Mais c'est un chamboulement qui est en train de s'installer et les rapports de force sont encore brouillés et on ne sait pas comment ça va aboutir, mais déjà la tendance, le trend, elle est déjà connue et on va voir. On va voir peut-être dans une autre émission. Dans la partie Innovation News de cet épisode, la chaîne japonaise NHK lance la diffusion 4K et 8K par satellite. La chaîne de télévision publique japonaise NHK a lancé la diffusion par satellite de programmes en format très haute définition 8K pour mettre en valeur les Jeux Olympiques de Tokyo et les rendre plus spectaculaires en 2020. La diffusion expérimentale en 8K est une première mondiale qui constitue une occasion pour montrer au reste du monde
la puissance des technologies japonaises, s'est félicité un responsable du ministère japonais de la communication lors d'une cérémonie au siège de la NHK à Tokyo. C'est une nouvelle page de l'histoire de la télédiffusion que l'on tourne aujourd'hui, a déclaré le président de la chaîne qui avait déjà innové pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, montrés en couleur. La diffusion en 4K et 8K uniquement par satellite actuellement reste encore limitée à une plage horaire d'Urine, qui sera momentanément étendue lors des Jeux Olympiques. Mais la diffusion réelle permanente ne débutera qu'à la fin de 2018, avec l'espoir d'une expansion notable en 2020 pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le format 8K le plus avancé offre une image constituée de plus de 32 millions de pixels, 16 fois plus que la haute définition actuelle. La NHK a été, avec des groupes japonais d'électronique, à l'origine de nombreux développements techniques, caméras, algorithmes de traitement d'image, son multicanal, etc. pour ce format sur lequel elle penche depuis très longtemps. Le 4K est un format intermédiaire pour lequel existent des caméras, des moniteurs et des téléviseurs. Les terminaux de réception du signal pour le grand public n'étant pas disponibles, alors pour profiter de ces images, il faudra se rendre dans un des centres régionaux de la NHK et autres sites dédiés, a précisé la chaîne publique. Nous sommes déjà à la 4e et dernière partie de notre programme. Ça finit en beauté avec un cocktail que vous allez déguster à la saveur du numérique. Ce numérique magique qui ne cesse de nous impressionner et un avant-goût de la Mi Box 4K HDR. Ce n'est pas encore fini, les cocktails se succèdent. Et dans le cocktail Kids, nous allons découvrir le Quant Junior, un moteur de recherche qui intègre un certain contrôle parental pour protéger la navigation des enfants. Xiaomi dévoile les Mi Box 4 et Mi Box 4C, compatibles 4K et HDR. C'est le produit concurrent de Apple TV. Xiaomi a lancé en Chine ses deux nouvelles box Android TV, la Mi Box 4 et la Mi Box 4C. Les deux boîtiers sont compatibles avec la définition 4K et le HDR. Le constructeur chinois Xiaomi n'est pas connu que pour ses smartphones, aussi bons soient-ils. Dans son pays natal, il dispose d'une large gamme de produits tech en tout genre. L'un des produits nous intéressant le plus en Occident n'est autre que la Xiaomi Mi Box. Depuis son lancement et pour chaque mise à jour, il s'agit toujours d'un des boîtiers Android TV les plus performants et accessibles du marché. Une nouvelle version a été présentée. La Xiaomi Mi Box 4 est disponible en blanc dans un petit format carré et compact ne mesurant que 1,6 cm de hauteur. Elle pèse 145 grammes et est propulsée par un processeur quad-core Amlogic Cortex A53, 1,5 GHz et une carte graphique Mali 450. Elle intègre 2 Go de RAM et 8 Go de stockage comme le modèle précédent. Mais surtout, la Mi Box 4 supporte une définition 4K Ultra HD et le HDR, le décodage H.265 et le Dolby Plus DTS pour l'audio. Au niveau logiciel, elle intègre une intelligence artificielle capable de prendre en compte les notes attribuées aux films et séries et vos préférences personnelles afin de vous faire des recommandations personnalisées. Pour ce qui est de la connectique, le boîtier est équipé d'un port AV, d'un port HDMI et d'un port USB-A. La Xiaomi Mi Box 4C est quant à elle disponible en noir. Elle reprend les mêmes fonctionnalités et le même design, mais ne dispose que de 1 Go de RAM, n'a pas de Bluetooth et n'est pas compatible Dolby Audio. Ces deux boîtiers ne sont pour le moment annoncés qu'en Chine avec l'interface maison MIUI du constructeur. La Mi Box 4 est vendue à 349 yuan, environ 500 dirhams hors taxe, tandis que la Mi Box 4C est vendue à 249 yuan, environ 350 dirhams hors taxe. Elles sont accessibles en précommande. Salut les amis, dans la partie cocktail numérique Kids, on va découvrir Quant Junior, le moteur de recherche pour les enfants de 6 à 12 ans. Le numérique à l'école, la technologie au service de l'éducation. Alors que les enfants allaient chercher des informations dans un dictionnaire, les enfants d'aujourd'hui vont chercher des réponses à leurs questions sur Internet. Or, si cette pratique est une super source d'informations et un réflexe que l'on ne peut qu'encourager, toutes les informations disponibles sur le web ne
sont pour autant pas adaptés pour les enfants. Coin Junior, le moteur de recherche français qui respecte votre vie privée, a donc sorti Coin Junior, un moteur de recherche spécialement adapté aux enfants de 6 à 12 ans. Cette plateforme existe en site web depuis quelques temps et en application depuis peu. Coin Junior, le moteur de recherche sécurisé pour les enfants. Coin Junior est donc un vrai moteur de recherche, mais avec quelques fonctionnalités spécifiques. Plusieurs onglets sont accessibles comme un menu sur les pages du site web. Actualité, éducation, vidéo, extra et carnet. Web, actualité, images et vidéos permettant de faire des recherches sur les thèmes souhaités. Sont exclus de toute recherche tous les sujets inadaptés aux enfants comme la violence, la pornographie, la consommation de drogue, l'incitation à la haine. Coin Junior est donc également garanti sans tracking ni publicité. Rendez-vous le mois prochain avec un nouvel épisode et un nouveau cocktail. Notre épisode touche à sa fin, mais pas vos questions, vos réactions et vos commentaires. Aimez notre page Facebook, followez-nous sur Twitter et n'oubliez pas d'accompagner toutes vos réactions du hashtag NumMagique qui s'affichera sur l'écran. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un deuxième épisode du Numérique Magique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.